Bernard. Je suis médecin à l'hôpital Montfort. Je fais partie de la formation médicale continue à l'hôpital Montfort. Et on va présenter ce soir une mise à jour sur la migraine. Je suis très heureuse de vous présenter Dr. Alexis Gagnon, qui fait partie de la clinique Neuro-Outaouais. Juste un peu au niveau de sa biographie. Donc, Dr. Gagnon est un neurologue qui a complété ses études de médecine à l'Université Laval. Il a fait une formation par la suite en neurologie à l'hôpital L'Enfant Jésus à Québec. Il a poursuivi par la suite sa formation en maladie vasculaire cérébrale à Foothills Hospital de Calgary, publiant comme premier auteur dans la revue Neurology. Il a débuté sa carrière professionnelle à l'hôpital de Hull, étant notamment le fondateur du programme Accident vasculaire cérébral de l'établissement. Il a été le chef de la neurologie, créant notamment un service d'urgence neurologique régional. Il travaille toujours actuellement depuis au moins 10 ans à la clinique Neuro-Outaouais. Donc, sans plus tarder, je vous laisse la parole. Pour les questions, on a décidé de le faire à la fin pour les participants. Donc, mettez vos questions dans le chat, on va faire une période de questions vers la fin. Merci. C'est à votre tour. Bon, merci pour la très belle présentation. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir et de vous entretenir d'un de mes sujets préférés, la migraine, et on vous propose une mise à jour. Donc, excusez-moi. En termes de déclaration de conflit d'intérêts, comme vous voyez, là, j'ai participé à plusieurs comités consultatifs avec les différentes compagnies qui sont actuellement impliquées ou qui ont été impliquées dans les dernières années en migraine. J'ai eu des honoraires de présentation de la plupart de ces compagnies-là et j'ai été investigateur principal local là, pour 2 projets avec 2 de ces compagnies. Donc, les objectifs sont les suivants. Tout d'abord, on va discuter de la présentation clinique de la migraine et on va par la suite parler un peu plus là, des avantages et des inconvénients des nouveaux agents disponibles là, qui sont arrivés sur le marché, principalement les anticorps monoclonaux contre le CGRP au cours des dernières années. On commence par quelques généralités. Donc, la migraine, c'est quand même là, une problématique là, très fréquente au niveau mondial. On dit que c'est la 2e cause d'invalidité, puis même la première là, chez les personnes là, en âge de travailler. 12 de la population mondiale souffre de migraine. 40 des patients là, ont eu un diagnostic professionnel. Plus de 2 fois des femmes là, sont susceptibles de recevoir un diagnostic de migraine que les hommes. Souvent, les hommes ne sont même pas diagnostiqués. Et seulement 42 là, ont pris des médicaments d'ordonnance pour cette maladie au cours des 3 derniers mois. Lorsqu'on regarde un peu l'impact de la migraine, on voit que ça peut quand même être très important. Là. 26 ont ressenti des douleurs là, qui l'ont empêché de faire des activités. Ça, c'est souvent là, quand on fait le MIDAS ou est-ce qu'on fait remplir un questionnaire en 5 questions là, sur l'impact de la migraine au cours des 3 derniers mois. C'est un peu ce qu'on a. 76 ont eu de la difficulté à avoir une bonne nuit de sommeil. 36 c'est quand même important, là, ont manqué 1 jour de travail au cours des 3 derniers mois. Et moi, c'est toujours quelque chose qui me touche. Là, 18 ont modifié leur activité professionnelle en raison de leur migraine. Lorsqu'on écoute les patients nous disent là, qu'ils s'empêchent de faire des activités, qui s'empêchent de se marier, qui s'empêchent d'avoir des enfants parce qu'ils ont peur là, que les migraines leur empêchent d'être fonctionnels. Quand on pense à la migraine, souvent, on a l'aspect céphalée en tête. Mais ce n'est pas juste la céphalée. Là. Il faut vraiment voir la migraine avec toutes les phases là, qui y sont associées. Donc, de plus en plus, au cours des dernières années, on s'est intéressé à la phase de prodrome. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête parce que souvent, les patients, ils vont mêler les facteurs qui causent la migraine et le prodrome. Souvent, dans le prodrome, c'est là que les personnes vont avoir une raideur de la nuque, vont avoir des fringales, vont vouloir manger du chocolat, de la fatigue, des changements d'humeur. Et de plus en plus, on sait qu'on va avoir des changements lorsqu'on fait de l'imagerie fonctionnelle par exemple, notamment avec des résonances magnétiques au niveau de l'hypothalamus. Donc, ça, c'est souvent la première phase et ça va atteindre jusqu'à environ 60 des personnes. Par la suite, on a l'aura, on va parler un petit peu plus tout à l'heure, qui est associé à la dépression corticale envahissante, environ 30 des personnes. On a finalement l'aspect mal de tête, comme on est habitué de penser, mais il y a également la phase de postdrome qui peut durer 24 heures ou même plus là, à la suite de l'épisode, où c'est que les personnes vont avoir de la fatigue, vont se sentir fanées, ne sont pas capables de fonctionner, vont demeurer avec de l'hypersensibilité à la lumière,
Donc, ça peut souvent être un aspect également qui va les rendre non fonctionnels. Et il y a finalement tout l'aspect interictal, donc l'anxiété, on va ne pas faire des activités de loisirs parce qu'on a peur d'avoir une migraine. Et ça peut vraiment nuire là, à la vie là, de nos patients atteints. La migraine, c'est de plus en plus connu, qu'est-ce qui se passe. Ce n'est pas vrai de nos jours de dire qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe là. On sait notamment qu'il y a la dépression corticale envahissante qui est associée à l'aura, dont on va parler un petit peu plus tout à l'heure. Mais l'aspect principal, là, c'est vraiment le système vasculaire trigéminé, que un petit peu plus là, dans les prochaines diapositives, est vraiment stimulé et c'est vraiment à ce niveau-là là, qu'on va avoir tous les principaux aspects physiopathologiques. Il y a également d'autres choses qui peuvent survenir, notamment là, un centre de contrôle de la douleur dysfonctionnelle. Et dans les dernières années, on s'est aperçu qu'il y avait des neuropeptides là, qui sont impliqués notamment dans l'activation là, du système trigémino-vasculaire. Et un de ces neuropeptides-là, le CGRP, là, qui est connu depuis les années 90, là, a été au centre d'une révolution et on a maintenant là, des traitements efficaces qui vont vraiment jouer contre ce neurotransmetteur-là. Ce n'est pas le seul, il y en a d'autres là, qui sont étudiés encore de nos jours, qu'on a eu moins de succès, notamment avec nos thérapies, mais ça demeure toujours là, un aspect là, en pleine mutation. Donc, qu'est-ce qui arrive un peu dans la migraine? La migraine, il faut voir qu'il y a comme un terrain prédisposant. Euh, Tout d'abord, il y a un terrain certainement là, de polymorphisme génétique. Il y en a plus que 38 là, qui ont été associés comme facteurs génétiques pouvant prédisposer à la migraine. Et lorsqu'on les additionne de plus en plus, mais là, ça nous détermine un petit peu notre terrain là, de prédisposition génétique. Il y a également d'autres facteurs, l'environnement, le stress, les variations là, barométriques, le métabolisme, les composantes hormonales, médicamenteux, et tout ça, à un moment donné, va venir un peu stimuler ce que je vous parlais tout à l'heure dans la phase de prodrome, l'hypothalamus, et d'autres altérations également qui vont survenir, notamment au niveau de la connectivité cérébrale, et tout ça va finalement aboutir à l'activation du pont cérébral et vraiment l'activation du système trigémino-vasculaire. Donc, c'est vraiment cet aspect-là là, qui va être la clé là, dans la physiopathologie. Moi, j'aime toujours un peu la théorie du seul déclencheur là, pour comprendre un peu qu'est-ce qui va finalement déclencher l'épisode de migraine. Puis je pense que c'est toujours intéressant de réviser ça également avec les patients. Donc, c'est souvent l'ajout de facteurs. Donc, c'est sûr qu'il y a des facteurs qui ne sont pas modifiables. La génétique, bon, peut-être le style de vie régulier qu'on peut améliorer, mais il peut y avoir des facteurs un peu qui vont s'ajouter un par-dessus l'autre. Donc, si on a une femme qui est un peu en période périmenstruelle, qui a du stress au travail, que le sommeil est retardé, qu'elle saute un repas, bien, à un moment donné, là, il va y avoir le tipping point et là, il va y avoir le seuil atteint, l'activation là, du système trigéminé et là, la migraine va apparaître. Et notamment, quand le système trigémino-vasculaire est stimulé, il y a la libération de différents là, neuropeptides, donc j'avais commencé à vous parler tout à l'heure, dont le fameux CGRP, mais d'autres, le PACAP, la substance P. Et tout ça va provoquer là, toute l'inflammation neurogénique notamment et produire un peu là, la première phase, ce qu'on appelle la sensation périphérique. Donc, c'est souvent à ce niveau-là que lorsqu'on va traiter la migraine de façon aiguë, on va vouloir agir. Là. Donc, quand on est dans la première phase, lorsqu'on a toute cette libération là, de neurotransmetteurs, avant que ça s'emballe et que ça revient, donc c'est là qu'on va vouloir là, agir. Parce que si on n'agit pas dans cette phase plus aiguë-là, plus périphérique-là, il y a par la suite la phase centrale qui va survenir. Et la phase centrale est toujours beaucoup plus difficile à traiter. C'est elle qui va durer là, 24 à 72 heures et notamment qui va être associée là, au phénomène d'allodynie qui nous font vraiment réaliser qu'il y a cette phase-là là, qui est en cours. Donc, c'est quoi un peu l'allodynie? Donc, c'est souvent là, on pense ce qui correspond à la deuxième phase de la migraine, la phase de la sensation centrale, où est-ce qu'une douleur qui notamment ne fait rien, là, je veux dire plutôt un stimulus qui ne fait rien, notamment se toucher le cheveu, va déclencher de la douleur. Donc, dans une migraine, qu'est-ce qui peut survenir quand on est dans cette phase un peu allodynique centrale? Donc, juste le fait là, de se
toucher là, la joue, les cheveux, même le bras, ça peut devenir sensible là, et peut devenir très incommodant. Donc, si vous écoutez un peu les personnes avec leur migraine, souvent, ils vont vous dire là, qu'ils vont s'éviter de se peigner, de se toucher le cuir chevelu, de se faire une queue de cheval, de porter des lunettes, là, étant donné ce phénomène d'allodynie-là. Il ne faut pas mélanger ça là, lorsqu'ils vous parlent un peu là, de paresthésie au niveau du visage ou de phénomènes sensitifs à un AVC ou à un phénomène qu'on pourrait penser un épisode de sclérose en plaques. Ça fait vraiment partie de la migraine et ça fait vraiment partie de la sensation centrale là, qui est associée là, au processus physiopathologique. Donc, la migraine est classée parmi les types de céphalée primaires. C'est le type là, de céphalée que les personnes vont consulter, peut-être pas le plus fréquent dans la population générale, mais lorsque la personne consulte là, un professionnel de la santé, ça va souvent être pour de la migraine. Et les autres types sont ceux que vous connaissez, là, la céphalée de tension, l'algie vasculaire de la face, la céphalée en classeur et les autres types. Et il faut différencier ça là, de la céphalée secondaire. Et une des céphalées secondaires qu'il faut toujours faire attention, là, c'est la céphalée sinusale. Là. Souvent, les personnes ils vont vous dire que c'est les sinus qui leur causent leurs problématiques, mais il faut se souvenir que quand on a une migraine, on va souvent avoir une douleur pulsatile qui va souvent être au-dessus des sinus. On peut avoir du larmoiement, de la congestion nasale qui peut être fréquente, là, et ça va souvent être déclenché par des changements de temps. Donc, tout ça, ça correspond à la migraine. Les sinus n'ont rien à faire là-dedans. Il faut vraiment parler d'une céphalée sinusale. C'est un type de céphalée secondaire où il faut vraiment avoir des phénomènes objectifs, un écoulement nasal épais, une douleur, pression faciale, douleur aux dents, avec une diminution ou perte de l'odorat. Un des acronymes qu'on utilise souvent là, pour dépister la céphalée secondaire, c'est un acronyme qui a été développé par un neurologue canadien qui a immigré à sa résidence là, à la Mayo Clinic, le docteur Dodic, et c'est le SNOO 4. Donc, si vous lisez un peu là-dessus, c'est toujours l'acronyme là, dont vous allez retrouver. Où est-ce qu'il y a des éléments qui vont nous faire penser qu'on a peut-être une céphalée secondaire et que là, il faudrait investiguer, là, notamment par une imagerie, que ce soit un scan, une résonance ou, si on est inquiet, par une ponction lombaire. Donc, si on a des symptômes ou signes systémiques, fièvre, myalgie, perte de poids, on va être très prudent là, chez quelqu'un qui a une histoire de cancer, de VIH. Si on a des symptômes ou signes neurologiques, plus spécifiquement, là, une faiblesse, une vision double, une dysarthrie, la perte hémisensorielle, il faut que ça soit quand même appréciable. Là. Une apparition soudaine, donc une céphalée en coup de tonnerre en moins d'une minute, ça peut être quelque chose là, à penser. Une personne plus âgée, donc souvent le cutoff, on va dire, c'est 50 ans. Il n'est peut-être pas si âgé que ça, là, mais disons pour les besoins de la cause ici. Et les 4 P, qui se disent mieux probablement en anglais, là, mais qui sont le profil changeant, là, donc une céphalée progressive, perte des périodes sans céphalée, précipitée par une manœuvre de Valsalva, une aggravation posturale, où c'est qu'on peut avoir des phénomènes d'hypotension ou d'hypertension intracrânienne, et bien sûr, si vous avez de l'édème papillaire. Les critères de la migraine n'ont pas changé depuis la première classification internationale des céphalées. On est maintenant rendu à la 3e. Donc, il faut avoir au moins eu 5 crises d'une durée de 4 à 72 heures. On peut accepter un petit peu un temps plus court chez les enfants, là, mais si on prend chez les adultes, c'est de 4 à 72 heures. Et on a toujours un peu le critère 2 plus 1. Donc, dans le premier groupe de critères, il faut en avoir 2 sur 4. Donc, d'un côté, un caractère pulsatile, une douleur modérée ou sévère, avec une aggravation à l'effort normal, monter l'escalier, marcher, et au moins 1 sur 2, là, des nausées et ou des vomissements, ou encore de la photophobie et de la phonophobie. Souvent, les personnes, quand je présente là, aux professionnels, vont me demander, bien, y aurait-il des façons là, d'aller un petit peu plus vite pour identifier quelqu'un qui a de la migraine? Donc, les personnes se sont intéressées un peu à ça et ont développé l'acronyme PIN. Donc, si vous avez 2 sur 3 à ces 3 questions-là, photophobie, incapacité, nausée, vous avez des bonnes chances là, que votre personne a de la migraine. On va parler un peu de l'aura, ça, je vous l'avais promis tout à l'heure. Donc, l'aura, ce n'est pas toutes les personnes avec migraine qui vont avoir de l'aura. On dit que c'est jusqu'à 30. Et l'aura n'a
aucun rapport là, avec des phénomènes vasculaires. C'est vraiment un phénomène d'onde qui se propage là, lentement, comme indiqué ici sur le schéma. Donc, une onde qui va se propager souvent en postérieur, va commencer au niveau du cortex visuel et va se propager de 3 à 5 millimètres par minute là, le long du cerveau. Donc, il va provoquer là, en cours de route là, les différents phénomènes neurologiques. Et de la façon dont on sait que ce phénomène-là, que l'on voit notamment là, dans les cortex animaux, correspond à l'aura, c'est que lorsqu'on a regardé là, des vieux dessins là, de neurologues qui dessinaient là, le aura et leur progression là, il y a à peu près 100 ans, et qu'on calculait là, le temps que ça prenait à ces dessins-là là, d'évoluer, ça correspondait exactement là, à la vitesse qu'on retrouvait là, dans les cortex animaux. Les critères ont un peu changé avec les années là, pour la migraine avec aura. Il faut avoir eu au moins 2 crises. Comme je mentionnais, la plupart du temps, ça va être un phénomène visuel qui va commencer là, dans un coin supérieur et qui va progresser. On peut avoir d'autres formes d'aura également. Et on va avoir au moins 3 des 6 caractéristiques. Il faut au moins que ça dure 5 minutes. 2 ou plusieurs symptômes d'aura peuvent survenir de façon successive. Chaque symptôme d'aura dure de 5 à 60 minutes. Au moins un symptôme d'aura est d'un côté accompagné ou suivi par une céphalie. Un autre type de mal de tête qu'il ne faut jamais oublier, et c'est toujours important là, de bien dépister, étant donné que ça ne se traite pas pareil, c'est l'algie vasculaire de la face ou encore le cluster, où est-ce que ça va être un petit peu plus des hommes qui vont être atteints. L'intensité de la douleur va être très élevée, mais la durée va être de moins de 3 heures. C'est de 15 à 180 minutes. Et ça va être une douleur là, très intense d'un côté, qui va survenir de une fois toutes les 2 jours à 8 fois par jour. Et la personne va bouger là, durant l'épisode. Elle ne sera pas capable de rester en place. Là. Et il peut être déclenché notamment par l'alcool. Donc, ça, c'était un de mes patients que j'ai vu, qui était en pleine crise là, du côté droit au niveau là, d'une algie vasculaire de la face. On voit qu'il y avait une rougeur, que c'était un petit peu mouillé et il était dans un épisode très douloureux à ce moment. Donc, très important à identifier parce que ça ne se traite vraiment pas de la même façon que de la migraine. Et une fois que c'est souvent bien pris en charge, là, les patients sont très satisfaits. Il y a une distinction que l'on fait entre la migraine épisodique et la migraine chronique. Moi, je pense que c'est souvent une distinction là, un petit peu historique, là, où est-ce qu'on essayait d'identifier différents groupes là, de patients, surtout pour les étudier. Là. Ça peut être utile, là, mais il ne faut pas couper ça au couteau. Là, au jour 14, on est migraine épisodique, puis au jour 15, là, on est migraine chronique. Bon, de façon classique, on dit que si vous avez une céphalée moins de 15 jours par mois, on va être migraine épisodique. Et dans la migraine chronique, il faut que vous ayez une céphalée de plus que 15 jours par mois, mais d'au moins 8 jours de migraine. Donc, vous voyez déjà qu'il y a des problèmes avec la définition. Si vous avez 9 jours de migraine, mais si vous n'avez pas d'autres types de céphalée, vous tombez dans la migraine épisodique. Si vous avez 15 jours de céphalée, dont 8 jours de migraine, vous êtes dans la migraine chronique. Donc, ça peut être un petit peu confus, là, mais je pense que l'important ici, c'est d'avoir une idée globale. Et juste pour ajouter un peu sur les frontières qui ne sont pas si claires que ça, là, lorsqu'on s'est mis à étudier le groupe qui était de 8 à 23 jours de migraine, donc les deux qui se chevauchent, là, leur évolution est pratiquement identique. Donc, je vous présente un cas clinique, là, une dame que j'ai vue là, notamment en janvier 2019 et que je continue à suivre. Donc, une dame de 56 ans, pas d'antécédents, qui a une ménopause à 48 ans et qui demeure avec 15 à 20 jours de migraine par mois. Il doit prendre du Maxal, du rizatriptan pour être fonctionnel. Une douleur latéralisée intense, la plupart du temps à gauche, parfois à droite. Ça, c'est toujours important quand vous faites l'histoire. Si vous avez des fois le mal de tête qui va de l'autre côté, vous êtes sûr que c'est de la migraine. Ce n'est pas une céphalée secondaire. Peut avoir des nausées et des vomissements, une légère sensation de vertige, a des auras visuelles environ un épisode sur 5 et elle prend de l'amitriptyline 25 mg le soir. Donc, on la voit, on ajoute du nadolol 40 mg qu'elle cesse après un mois car elle a des effets secondaires. On commence des injections de Botox, étant donné qu'elle a une migraine chronique, là, plus que 15 jours par mois, qui est une des indications du Botox. Et elle demeure quand même avec 13 migraines par mois.
Donc, c'est une dame qui fait des beaux calendriers de migraine, donc peut-être un petit peu plus compétitif que qu'est-ce qu'on a besoin, mais c'est quand même très bien. Donc, vous voyez là, qu'en décembre 2018, elle était à 13 jours de migraine par mois. Donc, y a-t-il des nouvelles options là, qu'on peut penser chez Ali? Donc, on va regarder là, c'est quoi la prise en charge de la personne migraineuse. Donc, un des aspects importants, et je pense que c'est toujours important là, de se le rappeler, c'est le calendrier de la migraine. Là. Donc, le calendrier, ça nous permet vraiment d'avoir une idée là, de qu'est-ce qui se passe et de s'ajuster en conséquence. Donc, il y a différents types de calendriers qui existent. Moi, c'est sûr qu'un que j'aime bien, c'est le calendrier ici de Migraine Québec, 3 mois. Vous avez la même chose si vous allez sur le site de Migraine Canada, où est-ce que sur une page, vous avez 3 mois, vous avez tous les jours du mois et vous évaluez là, la céphalée de 1 à 3. Et 1, c'est une petite céphalée, vous êtes capable de fonctionner. 2, vous êtes moins productif. Et 3, vous êtes au lit. Donc, c'est un peu habituellement facile à comprendre là, pour le patient. Vous marquez s'il y a des auras, les règles. Les patients aiment beaucoup voir s'il y a un facteur déclencheur et le traitement. Donc, c'est souvent les informations que vous avez besoin. De nos jours, il y a également des applications là, que vous pouvez retrouver, notamment une application là, qui a été faite par ma collègue là, de Dr. Lehoux, qui avait été fait, Dr. Leroux, excusez-moi, qui avait été fait là, dans les dernières années, le calendrier canadien des migraines, qui est très facile là, à obtenir à l'App Store ou au Google Play, qui revient un peu sur la même idée, mais que les personnes peuvent également décider s'ils veulent tracker autre chose et ça vous fait là, des beaux schémas que vous pouvez évaluer là, et voir un peu l'évolution à travers le temps. Donc, moi, je laisse souvent le choix aux patients. Là. Ils peuvent faire le calendrier papier traditionnel ou faire une application. Celle-là, je l'aime bien. Il y en a d'autres qui existent, là, mais Migraine Body, qui peut être un petit peu plus compliqué, mais je pense que c'est toujours important, là, surtout si vous voulez essayer de faire un bon travail, là, de savoir exactement qu'est-ce qui se passe. On va beaucoup parler des traitements médicamenteux, mais c'est bien important également là, la gestion du mode de vie et des facteurs déclencheurs. Avoir des bonnes habitudes de sommeil, la perte de poids, l'activité physique, éviter l'alcool, la caféine, maîtriser les comorbidités et éviter la surutilisation là, de médicaments pour le traitement aigu. Toujours tenter d'optimiser le traitement aigu et envisager par la suite là, la thérapie préventive. Pour le traitement aigu, jusqu'à maintenant au Canada, il n'y a pas eu beaucoup de changements là, au cours des dernières années. On revient souvent là, sur l'algorithme là, qui avait été fait par la Société canadienne là, des céphalées il y a quelques années, où est-ce qu'on va souvent favoriser en première intention soit un anti-inflammatoire non stéroïdien, notamment l'ibuprofène, le naproxen, ou encore le Cambia, là, la solution à la nette que vous mettez dans un verre d'eau et que vous buvez, là, qui théoriquement va aller plus rapidement là, au niveau d'inflammation neurogénique là, que les autres, étant absorbés plus rapidement. En deuxième intention, il y a souvent les triptans que vous allez utiliser. Là. On demeure avec 7 triptans là, au Canada. Il y a les formes Peros, les formes sous-cutanées, il y a seulement le sumatriptan là, qui est commercialisé au Canada à 6 mg. Et il y a les formes également fondantes, Peros, le rizatriptan là, à la menthe et le zomitriptan à l'orange. Et il y a la pulvérisation nasale de zomitriptan qui est peut-être un petit peu meilleur à ce niveau-là, parce que théoriquement, il y en aurait plus qui seraient absorbés par la muqueuse nasale que le sumatriptan. Mais il faut que vous vous souvenez, quand on parle là, des formes nasales, que la grande majorité va quand même être absorbée là, au niveau de l'estomac. C'est une faible quantité là, qui va être absorbée au niveau nasal. Et dans l'algorithme, on recommande, s'il y a un phénomène de nausée, de rajouter souvent là, soit de la dompéridone ou du Maxeran. Et en troisième intention, bien, vous pouvez combiner un anti-inflammatoire avec là, un triptan. Il faut toujours un peu parler de la céphalée due à la surutilisation médicamenteuse. Donc, il y a des limites là, au nombre que vous pouvez utiliser par mois. Donc, de façon traditionnelle, on va parler en termes d'anti-inflammatoires et d'acétaminophène, qu'il ne faut pas que vous en preniez plus que 14 jours par mois. Et pour les triptans, l'opioïde, les ergots, pas plus que 9 jours par mois. Et même pour les opioïdes et l'ergot, on peut même descendre ça là, selon certaines publications.
Quand est-ce qu'on va envisager un traitement prophylactique? Donc, c'est sûr que quand les crises ont un impact significatif sur la vie quotidienne du patient, malgré le traitement symptomatique et la modification du mode de vie, si on a une contre-indication aux médicaments pour le traitement symptomatique ou si la personne commence à en faire une surutilisation médicamenteuse, il faut toujours discuter avec le patient là, et ses préférences. Ce n'est pas tout le monde qui va avoir besoin d'une prophylaxie. Là. C'est ici pour nous rappeler là, qu'il y a quand même plusieurs personnes là, qui n'ont pas tant de migraines par mois et que ça ne leur nuira pas tant que ça. Ils sont très contents avec leur traitement aigu. Mais pour ceux que ça commence à être plus fréquent, là, ceux qui sont rendus 6, 8 par mois, puis là, ils prennent beaucoup de traitements symptomatiques, mais je pense que c'est important là, de fortement envisager avant qu'on arrive là, dans les formes chroniques plus réfractaires. Toujours se souvenir également là, que quand vous évaluez la fréquence, se souvenir que la migraine de mois en mois, là, ça a quand même une fonction sinusoïdale. Là. Ça va toujours varier par rapport au milieu, donc toujours garder quelques mois là, de recul pour vraiment juger là, où est-ce qu'on est rendu. Donc, ici, c'est pour nous rappeler que c'est quand même important, là, si on commence à trouver que ça s'accélère, là, notre migraine épisodique, qu'on a des facteurs de risque, là, notamment de l'obésité, de la dépression, de l'anxiété, que si on laisse ça aller, bien, on peut avoir des changements un peu anatomiques, structurels, et on peut se retrouver dans une situation de plus en plus difficile à traiter. On estime également que les médicaments prophylactiques ne sont pas très utilisés. On pense que seulement 3 à 13 là, vont utiliser un traitement préventif. Et si on regarde là, chacun des sous-groupes, là, ben, normalement, on pourrait penser là, qu'il y aurait plus de monde qu'on devrait donner des prophylactiques là, si on voudrait vraiment prendre en charge là, le problème de migraine. Donc, c'est quoi les options qu'on peut avoir? Donc, c'est sûr qu'on peut avoir des nutraceutiques. Ça, c'était les recommandations là, de la Société canadienne des céphalées d'il y a quelques années. Donc, ceux qu'on va souvent favoriser, c'est le B2 à 400 mg par jour, le coenzyme Q10, 100 mg 3 fois par jour, ou le citrate de magnésium. Moi, je pense que ça peut être des options intéressantes, souvent quand que la migraine n'est pas très fréquente, là, mais moi, par expérience, quand on arrive à des traitements ou à des situations là, où est-ce qu'on a la migraine à haute fréquence, la migraine chronique, j'ai rarement eu beaucoup de succès en tant que tel. Il y a également de plus en plus là, la neurostimulation qui peut intéresser là, différents individus, moi que je trouve fascinante, malgré pas très facile d'accès, notamment en termes de coûts. Il y en a 2 qui sont approuvés au Canada. Il y a le Cephalai, là, dont vous pouvez avoir au Costco, là, que vous vous mettez ici sur le front et qui va stimuler votre nerf supratrochéal, supraorbitaire. Donc, ça peut être des options qui peuvent être intéressantes. Il y a le Gammacore, là, que vous pouvez stimuler là, au niveau du cou. Il y avait le stimulateur transmagnétique là, qui, malheureusement, n'est plus réellement disponible, qui était disponible aux États-Unis. Et il y a des nouvelles formes, le Nerivio, qui est un stimulateur au niveau du bras, qui stimule un peu les loupes là, de rétroaction. Pas encore disponible au Canada, là, mais qui semble être une méthode également intéressante que vous pouvez contrôler là, avec votre téléphone intelligent. Si on parle de médicaments en tant que tel, donc quand on parle de prophylaxie de la migraine, il y a souvent, moi, ce que j'appelle le big three. Donc, les antidépresseurs, l'amitriptyline, la nortriptyline, peut-être un peu moins la venlafaxine, les antihypertenseurs, notamment les bêta-bloqueurs, le cantizertan, et les antiépileptiques, notamment le topirac. La toxine botuliниque est plus pour la migraine là, chronique lorsque vous arrivez à 15 jours par mois de céphalie. Tous ces médicaments-là vont aller jouer un peu pour bloquer l'activation du système trigeminé dont je vous parlais tout à l'heure. Ce sont des médicaments qui, bon, je pense qu'on a accepté avec les années, qui ont une certaine efficacité. Je me souviens, là, au début des années 2000, on faisait des débats. Est-ce que la prophylaxie pour la migraine est réellement efficace? Je pense que oui, chez les personnes qui la prennent, mais on s'est aperçu qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui persistaient. Là. Ça, c'est des études classiques là, qui démontrent que peut-être à 1 an, il y a seulement 14 des personnes qui ont eu une prescription qui ont persisté. La toxine botulinique, ça a été approuvé au Canada en 2010. Donc, le seul groupe, ça a vraiment été prouvé efficace, c'était dans la migraine chronique. Donc, vous voyez ici là, les 31 points classiques d'injection que l'on fait.
Et qu'est-ce qui arrive? Donc, le Botox est injecté en sous-cutané, est absorbé là, par la terminaison nerveuse et va aller bloquer ce qu'on appelle le SNAP25. Et le SNAP25 est très important parce qu'il fait partie du complexe nerf qui est impliqué là, dans toute la libération des neurotransmetteurs, notamment là, le CGRP, dont on va parler un petit peu plus tout à l'heure, et également qui est important là, pour aller transloquer, là, donc pour aller placer là, les récepteurs qui sont impliqués dans la transmission nerveuse. Ça, je pense que c'est l'étude que j'ai le plus présentée au cours des années, donc les résultats des 2 études QEM du Botox en migraine chronique, où vous voyez que dans la phase à double insu, donc dans les 2 premières injections, lorsqu'on comparait par rapport au placebo, on gagnait 2 jours par mois. 2 jours par mois, c'est 48 heures par mois, donc ça peut être une semaine de travail, ça dépend comment vous voyez ça, là, mais pour les patients, là, individuellement, ça peut faire quand même une différence. Et le Botox, quand c'est bien fait, quand on fait attention notamment de ne pas injecter au front, de ne pas injecter en arrière, il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires. Là. Il y en a très peu qui vont abandonner le traitement là, en raison des effets secondaires. On va maintenant parler du CGRP. Donc, le CGRP, j'en avais quand même discuté quand j'ai parlé au début de la physiopathologie. Donc, vous vous souvenez qu'un des éléments importants, c'est l'activation du système trigéminovasculaire et notamment la libération par la suite du CGRP qui va amener là, différents éléments, notamment lors de la sensibilisation périphérique là, de la migraine. Donc, le CGRP, ça fait des années qu'on tente de développer là, des traitements pour bloquer cela. Déjà, la compagnie Merck, là, en 2004-2005, avait un GEPAN là, qui allait bloquer cela, mais finalement, là, la première classe qui a été développée là, avait trop de complications hépatiques, donc ça a été abandonné. Et par la suite, il y a eu les anticorps monoclonaux qui ont été développés pour aller bloquer directement là, le CGRP, et c'est ce qui a finalement là, mené à leur approbation et je pense une certaine révolution là, dans la prise en charge là, des personnes migraineuses. Donc, actuellement, c'est indiqué pour uniquement les patients adultes, donc il faut au moins avoir 18 ans. Pas beaucoup d'études là, si vous êtes plus que 65 ans. Il y en a une là, qui était jusqu'à 75 ans. Donc, c'est actuellement uniquement administré par injection sous-cutanée. Il y a une forme intraveineuse approuvée au Canada, mais qui n'est pas disponible là, dans la vie réelle. C'est éliminé par le système réticulo-endothélial, donc pas de métabolisme hépatique ni d'élimination rénale. Ça, c'est très intéressant. Ça ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique. Ça joue vraiment là, sur la sensation périphérique, dont je vous ai expliqué tout à l'heure, et une demi-vie d'environ 27 à 30 jours. Donc, c'est pour ça que ça peut se donner une fois par mois. Actuellement, au Canada, il y en a 4 qui sont approuvés, mais il y en a 3 là, qui sont réellement en fonction. La forme intraveineuse, là, même si elle est approuvée, n'est pas encore fonctionnelle. Donc, ce sont les 3 formes par injection sous-cutanée. Vous voyez que ce n'est pas nécessairement le même type d'anticorps IgG qui a été développé. Il y en a un, l'Érunimab, qui a été le premier là, qui bloquait le récepteur du CGRP. Les 2 autres bloquent là, le ligand en tant que tel. Et le Fremanizumab là, a une demi-vie de 30 jours, raison pour laquelle, là, comme vous allez voir, là, vous pouvez l'administrer 3 injections à tous les 3 mois. Donc, ce sont des grosses molécules. Au début, on avait peur là, que les personnes développent des anticorps neutralisants. Ce n'est pas le cas. Puis, étant donné que c'est très modulé sur le récepteur ou sur le CGRP, là, ça n'augmente pas les chances d'avoir une infection opportuniste. Ce sont des grosses molécules qui ne traversent pas la barrière hémato-encéphalique par rapport notamment au GEPAN. Un GEPAN qui va peut-être être approuvé au Canada au mois de mai, donc ça, c'est dans les prochaines semaines, c'est l'atogépan. Mais même l'atogépan, même si ça peut traverser la barrière hémato-encéphalique, là, on pense que le site d'action demeure en périphérie, là, au niveau de la sensibilisation périphérique. Comme je l'expliquais, il y a 2 modes d'action. Le premier anticorps, l'Érunimab, bloquait le récepteur, tandis que les 2 autres, là, le gualcanizumab, l'Angualiti, ou le Fremanizumab, l'Edgevy, vont bloquer là, le ligand CGRP. Les doses sont les suivantes. Donc, habituellement, c'est 1 fois par mois. L'Érunimab est 140 1 fois par mois. Le gualcanizumab, il y a une petite différence. Il y a une dose de charge.
Donc, c'est 2 injections le premier mois. Après ça, c'est 120 une fois par mois. Et le fréménizumab, bien, vous avez 2 choix, soit le 225 une fois par mois, ou soit vous pouvez donner 3 doses 3 fois par mois. Non, ce n'est pas ça que je voulais dire. 3 doses à tous les 3 mois. Je m'excuse. Donc, vous avez un choix entre un auto-injecteur ou une seringue pré-remplie. La majorité là, des patients vont préférer le auto-injecteur. Et vous voyez les sites qu'on peut se l'administrer. Donc, c'est quoi les données cliniques là, qui ont amené à l'approbation de ces anticorps monoclonaux-là? Donc, les 3 compagnies ont fait un peu la même chose. Ils se sont tout d'abord intéressés là, à la migraine épisodique. Chez des patients qui n'avaient pas eu trop d'échecs à des thérapies précédentes, la plupart l'avaient essayé, mais pas plus que ça. Donc, dans la migraine épisodique, là, on se souvient, il fallait qu'on ait moins de 15 jours de céphalée par mois. Donc, comme vous voyez ici, c'est des patients qui avaient 8 à 9 jours de migraine par mois et très peu prenaient des traitements préventifs en même temps que l'anticorps monoclonal. Ici, c'est pour se rappeler que même si je vais vous montrer là, des études là, sur la même diapositive, il faut toujours faire attention quand on compare un produit à l'autre, parce que dans ces études-là, on n'avait pas nécessairement les mêmes critères pour dire quand est-ce que c'est une migraine. Donc, il faut comparer ça avec une certaine réserve, juste prendre de l'idée un peu plus générale. Donc, si on parle de la migraine épisodique, on voit qu'ici, actuellement, on gagne peut-être 1,5 à 2 jours moins là, de migraine par mois. Donc, quand même un peu intéressant, un peu dans le même ballpark là, que le Botox que je vous parlais tout à l'heure en migraine chronique. Et par la suite, là, il y a eu des études ouvertes là, et on s'est aperçu que jusqu'à 5 ans, là, ça demeurait efficace chez les patients qui continuaient. Là. Donc, pas de préoccupation là, réellement d'une grosse perte d'efficacité avec le temps. Souvent, les personnes vont utiliser cette métrique-là, là, la réponse à 50 donc combien vont répondre à 50 Donc, dans la migraine épisodique, c'est très facile. C'est en moyenne 50 vont répondre à 50 Ça regarde un peu la migraine chronique. Donc, ça, c'est le deuxième groupe que les différentes compagnies se sont intéressées. Donc, le groupe un petit peu plus sévère, qui était plus que 15 jours par mois. Vous voyez ici qu'on est plus dans le 18-19 jours. Et on a comparé un peu les mêmes 3 produits que je vous ai parlé. Il y en a peut-être un petit peu plus de personnes là, qui utilisaient un traitement préventif concomitant. Encore là, c'est pour vous rappeler là, que même si on compare 3 produits, ce n'est pas nécessairement exactement les mêmes critères qu'on utilisait pour dire quand est-ce que c'était une migraine ou pas. Et vous voyez ici que si vous regardez là, la variation, peut-être un petit peu plus efficace en termes de réduction de jours de migraine, mais là, vous partez déjà au début avec plus de migraine, donc vous avez au moins 2 jours de moins par mois. Et si vous regardez le 50 par contre, là, vous êtes un petit peu plus bas. Donc, vous vous souvenez, dans la migraine épisodique, je vous ai dit 50 50 Ici, c'est plus 40 qui ont atteint le 50 Ici, je trouve ça intéressant quand même, c'est pour dire qu'environ 70 de ces patients-là, qui au début étaient considérés dans la migraine chronique, qui à la fin là, étaient rendus dans le groupe de migraine épisodique avec le Canva, par contre, là, que je vous disais qu'il faut prendre ça un peu avec un certain grain de sel, une séparation vraiment formelle entre la migraine chronique et la migraine épisodique. Par la suite, il y a certaines compagnies qui se sont intéressées à comparer les anticorps monoclonaux par rapport à ce qu'on a sur le marché. Donc, ça, c'est une étude allemande qui a quand même été très bien faite. Il y avait beaucoup de patients, c'est surtout ça qui est impressionnant, où est-ce qu'on comparait là, sur 6 mois, là, soit le topiramate ou l'érinomab. Et comme vous voyez, là, il y avait beaucoup moins de personnes qui arrêtaient l'érinomab, 10 par rapport au topiramate, 40 Donc, déjà là, on voit que dans la vraie vie, ce que l'on pense se réalise. Il y a moins de personnes qui abandonnent. Et il y avait plus de personnes qui atteignaient là, cette réduction de 50 là, sur les 3 derniers mois de l'étude. Donc, du mois 4 à 6, on avait 55 versus 31 Ça, c'est une étude également que je trouve intéressante. C'est une étude canadienne. Au début, quand l'érinomab était arrivé sur le marché canadien, il était vraiment offert aux patients.
Et tous ces patients-là ont été suivis pour voir un peu là, leur adhérence. Là. Et vous voyez qu'à 1 an, il y avait quand même 70 là, qui continuaient. Donc, par rapport à ce qu'on voyait, là, le 14 à 1 an de nos thérapies traditionnelles, il y a vraiment une différence. Ici, le Canva, là, dans la vraie vie, lorsqu'il y a des problèmes de remboursement, vous n'aurez pas 70 là. Ça, c'était dans la situation idéale, là, qu'il n'y avait pas de problème financier à l'utilisation d'un anticorps monoclonal. Donc, ça, je vous ai parlé un peu, migraine épisodique, migraine chronique, mais c'était pour des patients qui avaient eu beaucoup d'échecs là, à des thérapies précédentes. Donc, c'est dans cette population-là qu'on s'intéresse vraiment aux effets des anticorps monoclonaux. Donc, il y a eu 3 études là, qui ont été faites là, avec les 3 produits. L'étude Liberty qui était faite plus dans les épisodiques réfractaires, qui est intéressante, mais moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est les 2 autres études, l'étude Conquer et l'étude Focus avec les 2 autres produits. Là, c'était dans la migraine épisodique et chronique et qu'on regardait vraiment là, en allant rechercher dans les dossiers qu'il y avait vraiment eu des échecs thérapeutiques préalables. Donc, ici, c'est un peu la distinction entre les deux, un peu pour vous mentionner que moi, j'aime bien là, le Conquer et le Focus, là, que je trouve que c'est des études qui ont été très bien faites là, dans la recherche de vraiment démontrer que les patients avaient déjà pris ces produits-là et avaient déjà eu un échec. Donc, ici, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que par rapport aux autres études, le groupe placebo, pas très efficace. C'est comme si on aurait l'impression qu'étant donné qu'ils ont déjà eu des échecs thérapeutiques, ils ont moins d'espoir que ça va fonctionner. Donc, dans le groupe placebo, il n'y a pas beaucoup de différence, tandis que on garde quand même là, un bon effet là, dans nos groupes d'anticorps monoclonaux avec une bonne différence là, du gain thérapeutique par rapport au placebo. Et si vous regardez le critère de 50 donc vous êtes entre 35 à 40 par rapport au placebo, là, que vous êtes à peine à 10 Et moi, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est l'effet même à 75 ou à 100 donc des personnes là, que vous n'avez aucun espoir que ça s'améliore, vous avez quand même à peu près 5 là, qui ont plus de migraine à la fin. Une autre étude que je voulais vous présenter là, dans cette sous-population-là, qui vient d'être publiée dans Headache et dans laquelle j'étais un investigateur principal dans mon centre. Donc, c'est une étude qui vient d'être publiée dans le Headache, où est-ce qu'on a suivi pratiquement là, 100 patients là, canadiens là, de façon très serrée avec une application et autres. Là, et on s'aperçoit que dans cette population-là, qui avait déjà eu un échec de 2 à 6 traitements préventifs, il y a quand même là, le tiers là, qui a une réponse à 50 Donc, un peu comme que je vous ai montré. Donc, un autre élément que vraiment, dans la vraie vie, là, ça semble être ça qui se répercute. C'est quoi un peu les effets secondaires qu'on peut s'attendre? Donc, dans les études, il n'y en a pas eu beaucoup. Dans les premières études avec Erenumab, il y avait la constipation dans le groupe de 140 mg, qui est la dose qu'on va utiliser le plus souvent, qui était à 3,2 Donc, on s'est aperçu, par contre, dans la vraie vie, là, ça avait peut-être été sous-évalué ou c'était peut-être des patients qui étaient très choisis parce qu'on est plus dans l'ordre de 10 à 20 dans l'étude que je viens de vous présenter, l'étude canadienne, on était à 8 de constipation avec l'Erenumab. Mais souvent, le patient va être capable de tolérer ça. S'il n'y a plus de migraine, il va être très content. C'est quand même rare là, que vous allez avoir une constipation rebelle qui va vous mener à l'arrêt de la thérapie. C'est moins présent dans les 2 autres traitements. Dans les 2 autres formes, le guacanuzumab et le franuzumab, peut-être un peu plus là, de lésions cutanées. Ici, c'est surévalué dans les études parce que, notamment dans l'étude du franuzumab, les personnes demandaient s'il y avait eu une complication cutanée, mais c'est peut-être un petit peu plus fréquent là, qu'avec l'Erenumab. Il y a également d'autres effets secondaires que les personnes vont parler, un peu de fatigue, perte de cheveux, ça peut revenir, un peu de démangeaison, là, mais grosso modo, là, dans la vraie vie, là, c'est quand même assez bien toléré. Donc, ici, dans les études, c'était le taux d'arrêt à 2 c'est un petit peu plus dans la vraie vie. Je dirais peut-être un 10 à 20 là, qui vont arrêter, étant donné qu'ils trouvent que ça leur donne des effets secondaires.
Il y a quand même eu des choses qu'on n'avait pas vu venir là, dans les études qui sont apparues un petit peu plus par la suite, notamment l'hypertension, avec surtout les l'érinumabe, mais ça pourrait être surveillé également avec les deux autres produits. Mais ça a été un petit peu plus mis en évidence par rapport à l'érinumabe. Donc, il y a quelques patients qui peuvent vraiment avoir une poussée hypertensive dans la première semaine. C'est très rare, mais c'est quand même recommandé de peut-être surveiller là, la tension artérielle au cours de la première semaine, s'assurer qu'on n'a pas cet effet secondaire qui pourrait toujours survenir. Il y a également eu chez des personnes qui avaient du rénaux ou même une première apparition de rénaux avec de la nécrose cutanée. Donc, peut-être chez les personnes là, qui ont du rénaux, là, ça ne serait peut-être pas la meilleure classe que j'utiliserais dans un premier temps, là, mais c'est quand même assez rare. Là. Je pense que dans la population là, générale, là, c'est quand même très bien toléré. Donc, si on revient sur le cas d'Aline, donc une dame, on se souvient, de 56 ans, qui était actuellement sous amitriptyline 25 mg avec échec au nadolol. On avait fait 3 séries d'injections de Botox. Elle demeurait à 13 mg par mois. Donc, ça serait quoi la meilleure option qu'on pourrait envisager chez Aline? Donc, on a finalement débuté un anticorps monoclonal, l'érinumabe, en janvier 2019, avec une amélioration initiale. Elle a sevré la métryptyline, mais elle a eu une augmentation de la migraine. Donc, on avait alors remplacé tout cela par du candesartan jusqu'à 16 mg par jour. Et en août 2019, elle était rendue à 3 migraines avec une meilleure réponse au traitement lors des migraines. J'ai suivi Aline depuis ce temps-là. Maintenant, elle prend seulement de l'érinumabe. Elle reste avec 1 à 2 migraines par mois. Puis, pour elle, elle veut vraiment continuer. Là, il n'est aucunement question d'envisager de sevrer cette thérapie-là pour le moment. Aussi, un des éléments que les personnes pensent beaucoup, c'est de combiner notamment nos différentes thérapies et plus spécifiquement là, la toxine botulinite et les anticorps contre le CGRP. Et ça, c'est intéressant parce que, comme un peu je vous expliquais, la toxine botulinite va être absorbée surtout dans les fibres C. Donc, c'est un des mécanismes qu'on pense qui est impliqué dans la transmission ultimement là, vers la sensation centrale. Donc là, vous avez un mécanisme avec le Botox, la toxine botulinique, qui va bloquer les fibres C. Et vous avez les anticorps monoclonaux qui, eux, vont aller bloquer plus les fibres A-delta, qui est l'autre type de fibre là, qui, dans les modèles là, animaux, là, est vraiment impliqué dans la migraine, là, dans les différents processus que je vous ai présentés. Donc, on pense qu'une combinaison des deux pourrait être efficace. Et effectivement, là, on n'aura pas le temps de présenter cela ce soir, là, mais il y a au moins plusieurs études de centres là, qui rapportent vraiment une efficacité là, dans la combinaison des deux. C'est une combinaison qui n'est pas facile à obtenir en termes d'assurance, là, mais qui peut être quand même une option à considérer là, chez des patients réfractaires. Donc, j'ai quelques messages clés à retenir. Donc, les anticorps monoclonaux constituent une nouvelle classe de traitement préventif de la migraine et sont les premiers conçus spécifiquement pour la migraine. Donc, ça, c'est quand même très intéressant. C'est la raison pour laquelle les principaux acteurs là, ont gagné un prix mondial l'an passé là, de découverte. Là. Donc, ils sont vraiment partis là, du laboratoire pour développer les anticorps et démontrer l'efficacité en termes de traitement contre la migraine. Là, on a beaucoup parlé des anticorps monoclonaux contre le CGRP, mais vous devez savoir également qu'aux États-Unis, il y a des GEPAN, donc des molécules qui vont bloquer le récepteur du CGRP qui sont approuvées. Il y en a 3, 2 en traitement aigu et 1 en traitement préventif. Et comme je mentionnais, là, regardez dans les prochaines semaines si l'atogépan va être approuvé au Canada pour le traitement de la migraine épisodique. Également, là, les anticorps monoclonaux ont des réductions significatives du nombre de jours de céphalie migraineuse et de l'utilisation de traitements aigus dans toute la classe pour les patients atteints de migraine épisodique et chronique. C'est très bien toléré, associé à des faibles taux d'arrêt en raison des effets indésirables. Bon, souvenir peut-être un petit peu de la constipation, l'hypertension avec l'érinumabe, peut-être faire attention chez des personnes qui ont déjà là, des phénomènes de rénaux importants, mais
habituellement, là, c'est quand même très bien toléré. Et actuellement, là, les seules formes disponibles, ce sont les formes sous-cutanées qu'on peut injecter une fois par mois ou 3 fois à chaque 3 mois. Donc, j'aurais terminé pour ma partie. S'il y a des questions, ça va me faire plaisir là, de répondre au meilleur de ma connaissance. Oui, merci beaucoup, Dr. Gagnon. On a quelques questions. Dr. Scherer, qui est orthorinolaryngologiste, demande si les comprimés, ce qu'on appelle over-the-counter en pharmacie sous vente libre, comme les anti-inflammatoires avec caféine et peut-être Tylenol numéro 1, est-ce que il y a des bénéfices à utiliser ces produits? Je sais qu'il y a des effets rebonds avec la codéine, là, mais est-ce qu'il y a des bénéfices à ces produits? Oui, moi, je pense que c'est quand même considéré là, des traitements là, de première ligne. Là, si vous avez une migraine légère à modérée, il y a certaines personnes avec migraine qui vont trouver quand même bien efficace, là, soit l'Advil, le Tylenol, mais il faut quand même limiter leur utilisation, là, parce que la problématique, si c'est la seule thérapie que la personne a et commence à l'utiliser plusieurs fois par jour, là, vous pouvez tomber dans la céphalie par surutilisation médicamenteuse. Et si vous faites ça durant des années, là, durant 20-30 ans, là, moi, je pense que la majorité des experts vont être d'accord pour dire que vous avez des changements structurels permanents et là, la personne va vivre une vie là, jusqu'à 60-70 ans là, avec des migraines réfractaires. Là. Donc, oui, je pense qu'il y a un rôle, mais si ça ne fonctionne pas, il faut envisager d'autres thérapies. Merci. Marie-Ève Archambault pose la question. Vous avez mentionné que les auras n'ont rien à faire avec le côté vasculaire. Donc, elle se demandait pourquoi à ce moment-là qu'on refuse de donner la contraception aux gens qui ont des migraines avec aura, ou surtout les femmes qui ont migraine avec aura. Alors ça, j'adore votre question. Là, c'est sûr que je parlais en termes physiopathologiques. Par contre, on sait que chez les personnes, chez les femmes qui font de la migraine avec aura, ils ont plus quand même de chance. Là. La migraine avec aura est quand même un facteur de risque là, pour différents épisodes vasculaires, que ce soit un AVC, un infarctus, différentes complications là, également en grossesse. Là. Mais on ne pense pas que c'est l'aura en tant que telle. Là. On pense que c'est plus un peu par comorbidité. Là. Donc, c'est la raison pour laquelle, là, effectivement, on ne recommande pas de façon habituelle les contraceptifs oraux, au moins là, les grandes associations internationales là, de ce monde gynécologique et autres, là, plus, je dirais, comme facteur de risque pour faire un AVC que dans le contexte là, physiopathologique de la chose. Okay. Ma question à moi, les coûts des Botox, injections Botox ou des coûts de ces nouveaux produits, puis dans quelle mesure ils sont couverts en Ontario ou au Québec, si vous le savez? Bon, en Ontario, je ne serais pas un grand spécialiste de la chose. Là. Je peux parler du Québec. Je m'excuse de cette limitation-là. Donc, bon, au Québec, actuellement, si on parle de la RAMQ, donc, la RAMQ, il faut que vous ayez eu un échec dans les 3 classes que je vous ai parlé. Et actuellement, depuis 1 à 2 mois, la RAMQ favorise le Edgevy, le frémanuzumab, uniquement pour des raisons financières. Donc, habituellement, ça va être lui qui va être favorisé à la RAMQ. Avant, on n'avait pas de problématique avec le Botox. Si on avait eu un échec là, à ces 3 groupes-là, dans les dernières semaines, c'est un peu en changement. Là. Donc, c'est la situation avec la RAMQ au Québec actuellement qui peut changer là, dans les prochains mois. Là. On a vu des changements là, depuis 1 à 2 ans, là, des fois qui peuvent être un peu difficiles à suivre. En termes des assurances privées, par contre, ça, habituellement, ils vont recommander au moins un échec à 2 ou 3 thérapies. Là, ça peut aller dans toutes les directions. Normalement, jusqu'à maintenant, avec les assurances privées, une fois qu'on a des échecs, là, je n'ai pas de difficulté à avoir le Botox ou avoir un anticorps monoclonaux. Ce qui est plus difficile, c'est si vous voulez avoir la combinaison des deux là, de financer. Là. Les coûts, bon, ça, c'est toujours un peu caché, là, mais c'est au moins, je dirais, dans le 400 grosso modo, là, par mois.
Le Botox, c'est si vous faites 200, au moins 800 à tous les 3 mois, là, si on parle juste du coût de la médication. Mais ça, il y a toujours un peu aussi là, des négociations là, entre les différents groupes. Là. Disons, c'est un peu l'aspect administratif des choses qui n'est pas toujours si scientifique que cela. Là. Merci. Marianne Boucher posait la question si on devrait recommander la prise simultanée d'anti-inflammatoires avec un triptan pour potentialiser l'effet. Moi, c'est souvent ce que je vais favoriser. Là. Ça, c'est les stratégies de c'est quoi la meilleure chose à faire si vous avez une migraine aiguë. C'est vraiment la combinaison anti-inflammatoire et triptan là, qui va être la plus efficace. Là. Il y avait également là, une forme, c'est la forme là, Imitrex avec un naproxen là, qui a été commercialisé au Canada, là, mais qui a pas réellement eu un grand succès avec notamment le remboursement, là, mais de façon pratico-pratique, c'est souvent une des stratégies que je vais employer là, de combiner, supposons, le naproxen ou l'Advil là, avec un triptan. Donc, je pense que c'est une excellente stratégie, puis c'est souvent une de celles qui est recommandée également là, par l'algorithme que je vous ai présenté de la Société canadienne là, des céphalies. Parfait. Dr. Catan, qui est psychiatre, pose la question, puis là, si je ne me trompe pas, dans la cyproheptadine peractin off-label dans la prévention et le traitement des migraines. Puis la deuxième partie, c'est le lithium traitement outre que les cluster headaches ou les céphalies de cluster. Oui, moi, je trouve que c'est une très bonne question. Ce sont des thérapies qui peuvent être utilisées, là, je pense, après le Big Tree. Là. Moi, je n'ai aucune problématique là, à les utiliser. Je ne peux pas dire que je les ai utilisés dernièrement, là, mais effectivement, là, pour le lithium, effectivement, en cluster, c'est une des recommandations classiques. Je dirais que c'est souvent la thérapie la plus efficace là, en cluster demeure le verapamil, qu'on essaie toujours de monter le plus possible. Le topiramate peut également être efficace, l'épival et le lithium pourrait être une option. Là. Moi, personnellement, avec l'utilisation du lithium, là, souvent les patients ont des effets secondaires. Je ne trouve pas ça si facile que ça à utiliser là, dans ma pratique pour le mal de tête en tant que tel. Merci. Il reste 2 questions avant de finir. On a 3 minutes, on va être capable de les faire. Pour les gens qui ont participé, qui veulent avoir le crédit, n'oubliez pas de remplir le formulaire. Le lien est dans le chat pour le SurveyMonkey. L'autre question, c'est que si vous gérez pour le traitement aigu de la migraine chez un patient avec des antécédents cardiovasculaires? Oui, le traitement aigu, là. Bon, ça, c'est quand même une très bonne question. Bon, c'est sûr que, est-ce qu'on peut parler de quelqu'un qui vient de faire un infarctus pour dire de quoi? On parle, oui, infarctus ou un accident cérébrovasculaire. Bon, c'est sûr que les triptans, au début, on avait une grosse inquiétude là, chez cette population-là. Moi, je pense que ça demeure une préoccupation. C'est sûr que quand ils commencent à reviser réellement, là, c'est quoi les complications cardiovasculaires des triptans, c'est très peu. Là. Donc, je pense que si quelqu'un a eu un épisode aigu récemment, ce ne serait pas quelque chose que j'aurais tendance à utiliser. Mais par contre, si on a quelque chose d'ancien, quelqu'un qui est très stable, là, je pense que ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait même considérer un triptan. Je pense qu'un anti-inflammatoire non stéroïdien, si vous l'utilisez une fois de temps en temps, là, pas de façon de surutilisation médicamenteuse, peut également être une option. Ça, c'était le groupe, là, si vous suivez un peu le domaine, que les GEPAN, là, donc les molécules qui vont aller bloquer le récepteur du CGRP, pourraient être utiles, étant donné qu'on pense qu'eux n'auront encore moins d'effets potentiels là, sur un risque là, potentiel là, cardiovasculaire. Il y avait également là, le Rivoy, qui était un agonisme là, du récepteur EF, là, qui est disponible aux États-Unis, mais qui n'est pas disponible au Canada, c'est-à-dire un ditan qu'on pensait qu'il pourrait avoir été une option, là, mais qui n'est pas disponible au Canada. Donc, grosso modo, moi, je pense que si on a quelqu'un de stable, il n'y a pas vraiment de grosse inquiétude, peut-être un petit peu plus de prudence si on a quelqu'un d'instable, et peut-être que finalement, un jour, on aura d'autres options qu'on va juger très sécuritaires là, pour ce sous-groupe-là. Là.
Merci. Et la dernière question va à ma collègue Kayane, est en quelques volets. Donc, certains rapportent une composante d'étourdissement avec la migraine. S'agit-il d'une migraine vestibulaire? Puis à ce moment-là, quel est le meilleur traitement pour cette composante de la migraine? Oui. Donc, moi, je pense que le migraine vestibulaire, c'est une présentation en tant que telle, là, mais je pense que si quelqu'un a des étourdissements, des vertiges récidivants qui sont ou pas accompagnés de la migraine, ça fait partie du syndrome de la migraine là, en tant que tel. Là. Donc, ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui est quand même reconnu. Là, il peut y avoir beaucoup de questionnements. Pourquoi qu'on a des symptômes vertigineux en migraine? Ça pourrait même venir du cortex vestibulaire cérébral, jusqu'au niveau du tronc. Là. Donc, ça, il peut y avoir un peu des questionnements à ce niveau-là. Quel est le meilleur traitement? Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas tant d'études que ça, là, notamment pour le traitement préventif. Là. Souvent, on va avoir tendance à utiliser un peu les classes que je vous ai proposées, mais si on parle de la migraine vestibulaire en tant que telle, il y a quand même deux produits là, que les personnes vont avoir tendance à utiliser un petit peu plus, notamment la lamotrigine, là, le Lamital, qu'effectivement, là, on pense notamment dans la migraine vestibulaire et dans la migraine avec aura en général pour être efficace. Et également, on va des fois avoir recours à des bloqueurs calciques, là, notamment là, le sibélium qui pourrait être employé. Il y a également toujours, je dirais, peut-être plus dans la migraine avec aura en tant que telle, l'isoptin, le verapamil qui pourrait également être une option. Merci. Puis, il est présentement à 7h02, donc je pense qu'on pourrait compléter. N'oubliez pas de remplir le SurveyMonkey, c'est dans le chat pour pouvoir qu'on puisse s'améliorer. Et merci beaucoup pour cette présentation, Dr. Gagnon, et plaisir de vous voir un de ces jours.